médecin du travail dans le bâtiment, le petit service du 35. Donc, il me revient la charge d'introduire certains des grands concepts qu'on va étudier aujourd'hui. Moi, je vais attaquer par l'usure professionnelle. Donc, on est sur un concept qui est très vaste, qui convoque les thèmes du vieillissement, de l'âge et du travail. J'en profite pour remercier Madame Sandrine Guillot, chargée de recherche chez INRS. J'ai profité d'une formation pareille récemment, donc je me suis un peu inspiré pour vous en parler. Donc, l'idée, c'est qu'on va partir de choses larges et je vais essayer de nous ramener vers des choses beaucoup plus opérantes. Mais quand on parle usure professionnelle, si on réfléchit vieillissement, âge, travail, on est forcément dans l'idée que le vieillissement peut être favorisé, malheureusement accéléré par le travail. Mais une petite parenthèse importante, âge, vieillissement, travail, si on veut faire de la prévention, il faut aussi garder en tête d'autres choses importantes. Premier élément tout bête, l'âge, c'est une construction sociale. Être vieux ou pas, on est dans des enjeux sociétaux, voire même politiques, âge de départ à la retraite et économique. Le vieillissement, on est dans un concept qui est physiologique. C'est une altération de nos fonctions qui arrive malheureusement dans le temps plus ou moins vite. Et quand on parle vieillissement et travail, forcément, si on parle d'usure professionnelle, on a en tête le vieillissement par le travail, mais il y a d'autres concepts. Vieillit au travail, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas de la même manière à 60 ans qu'à 20 ans. Et ça, il y a souvent des axes de prévention à en tirer. Quand on gagne en savoir-faire, en compétences, en technicité, on ne va pas aborder. Sur vieillissement et travail, une autre donnée sur laquelle on ne s'attardera pas aujourd'hui, c'est que malheureusement, au cours de notre vie, on peut accumuler des problèmes de santé qui vont retentir sur notre capacité à travailler, sans pour autant qu'ils soient liés au travail. Mais notre sujet aujourd'hui, donc, c'est l'usure professionnelle. On va commencer par une définition qui met à peu près tout le monde d'accord, c'est celle de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et donc, pour eux, l'usure professionnelle, il s'agit de processus d'altération de la santé qui s'inscrit dans la durée et qui résulte d'une exposition prolongée à des contraintes de travail. Alors, il y a beaucoup de concepts dans cette définition. Premier élément, on parle de santé. Donc, moi, en tant que médecin, quand on parle de santé, ça me fait tout de suite penser à l'Organisation mondiale de la santé, qui est une définition très large de la santé. On parle de bien-être mental et social. Et puis derrière, il y a tout le questionnement sur quelles sont les contraintes au travail qui peuvent avoir des effets sur la santé. En tant que médecin du travail, il y en a beaucoup. Il y en a énormément et on pourra en parler pendant des heures. Maintenant, pour être opérant, j'ai choisi simplement de faire un focus sur ce que nous dit notre code du travail. On a introduit dans le code du travail des facteurs qu'on appelait à l'époque les facteurs de pénibilité. Alors, il ne vous aura pas échappé que le législateur a fait disparaître ce terme du code du travail. Aujourd'hui, on parle de facteurs de risque professionnel. Et donc, dans le code du travail, on a listé 10 facteurs de risque professionnel susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Il y a une arrière-pensée sur la quantification, la mesure. Et ces facteurs de risque, on a retenu 3 grandes catégories. Il y a tout ce qui est contraintes physiques marquées, c'est les manutentions, les postures pénibles, les vibrations. Il y a tout ce qui relève de l'environnement physique agressif, les agents chimiques dangereux, le travail en milieu hyperbare, les températures extrêmes et le bruit. Et puis enfin, le Code du travail a pointé certains rythmes de travail. Le travail de nuit, le travail posté en équipage et travail répétitif, c'est-à-dire des mouvements répétitifs. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette définition, on voit qu'il y a un gros trou quelque part, c'est tout ce qui va être risques psychosociaux. En tant que médecin du travail, je pourrais vous parler pendant un certain temps de tous les effets sur la santé des risques psychosociaux, mais par rapport à notre droit en France, dans le Code du travail, là, on va rester sur les contraintes physiques, l'environnement, ce qui est rythme de travail. Autre élément important à avoir en tête, dans l'évolution de notre Code du travail, en 2017, l'introduction du CDP, du compte personnel du compte professionnel de prévention, qui retient 6 des facteurs précités. Et en fait, ces 6 facteurs, ça va être soit chimiques dangereux pour le CDP, et puis tout ce qui est rythme de travail, nuit, équipe alternante. Alors, les autres facteurs de risque, ils apparaissent à travers d'autres dispositifs qu'on évoquera après peut-être dans les questions. Mais aujourd'hui, quand on parle d'usure professionnelle, on a quand même une arrière-pensée sur les facteurs que je viens de vous citer. On va passer à la diapo suivante. Alors, excusez-moi. Le micro, juste pour mettre sûr. En haut, sur ton Teams. Vas-y, celui-là.
faire un test pour voir si ça passe mieux. Est-ce que vous nous entendez mieux? Alors... Donc, il faut qu'on Ah, parle. oui. Si ça passe mieux. Allez-y, docteur, reprenez. Bon, super. Alors, La slide suivante. la station. Donc, voilà. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai été invité pour représenter les services de prévention et de santé au travail. Il y a longtemps, on nous appelait les services de médecine du travail. Les choses évoluent. Petit rappel simple. Donc, nous, les services de prévention et de santé au travail, on est des associations, loi 1905, à but non lucratif, et nous avons des gouvernances qui sont paritaires. C'est-à-dire que nos conseils d'administration, nos commissions de contrôle, c'est 50% de représentants employeurs, 50% de représentants salariés. Et notre grosse actualité de ces dernières années, c'est la réforme santé-travail de 2021. Aujourd'hui, tous les services santé-travail sont tenus de proposer une offre socle certifiée, AFNOR, quoi. Et cette offre socle, elle se décline en fait en 3 volets: le suivi individuel de l'état de santé, la prévention des risques professionnels, et puis surtout, dans le cadre qui nous intéresse aujourd'hui, la prévention de la désinsertion professionnelle. Petite parenthèse importante, quand on parle usure professionnelle, prévention de la désinsertion professionnelle, jamais oublier que l'enjeu, c'est avant tout la prévention pour que les gens ne s'usent pas au travail. Et donc, nous, on décline ça à travers nos 3 axes: suivi individuel, information, prévention des risques professionnels. Mais sur la PDP, les choses évoluent et le législateur nous a demandé de formaliser la création dans tous les services de prévention et de santé au travail de cellules de prévention de la désinsertion professionnelle. Le principe de ces cellules, c'est à réunir toutes les compétences utiles à prévenir la désinsertion professionnelle. Donc, il nous faut des cellules pluridisciplinaires et des compétences qui ont été pointées en toute logique. Donc, un chargé de mission pour animer la cellule. Il nous faut le lien avec les assistants de service social. Il nous faut le lien avec les psychologues du travail, des ergonomes, évidemment des infirmiers en santé au travail, des médecins en santé au travail, et également nos professionnels de la prévention des risques professionnels. Et l'idée, c'est que cette cellule, on doit pouvoir la saisir par différents biais. Elle est à la disposition des employeurs et des salariés. C'est-à-dire que nos adhérents sont dans une entreprise. L'employeur est en droit de saisir notre cellule PDP pour nous signaler, je constate un gros turnover sur tel type de poste dans mon entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou j'ai un souci, je m'inquiète pour l'état de santé de tel salarié, je m'inquiète pour sa capacité à poursuivre sa carrière à son poste de travail. Qu'est-ce qu'on peut faire? On est à la disposition des salariés. Si un salarié se questionne malheureusement sur la possibilité de rester à son poste tout au long de sa carrière, il peut saisir notre cellule PDP. Mais cette cellule, elle peut être aussi saisie par un de nos médecins du travail qui constate une situation et il estime qu'il va y avoir besoin d'un accompagnement renforcé particulier. On est à la disposition des médecins traitants qui ne nous connaissent pas encore assez, il faut qu'on communique mieux vers eux. Et puis, là où le lien était déjà très fort, puisque la législation nous demande de formaliser des choses, mais ce sont des choses qui existaient déjà, sont tous nos partenaires de la prévention de la désinsertion professionnelle. On est là ensemble, d'ailleurs, le Cap Emploi, la CARSAT, les établissements de soins et de réadaptation professionnelle. On est à la disposition de tout le monde. Donc, à très gros traits, quelles sont les grandes missions de nos cellules de prévention de la désinsertion professionnelle? On va réfléchir par niveau. On doit intervenir à un niveau collectif, être capable de faire du repérage. Par exemple, un service de prévention qui va suivre énormément d'entreprises différentes et il doit être capable de repérer dans quel type d'activité on va avoir le plus de désinsertion professionnelle. Pour derrière mettre en place des actions d'information, de sensibilisation, justement pour intervenir en action primaire, éviter que des événements arrivent, secondaires, comme on fait quand l'événement est arrivé, tertiaire, le maintien sur le long terme. Des actions aussi. Il faut que la cellule puisse repérer des situations individuelles où le risque est augmenté pour intervenir le plus tôt possible, le plus précocement possible. L'enjeu, c'est la prise en charge, l'accompagnement. Puis, il y a un gros volet transverse. Aujourd'hui, dans l'univers de la prévention de la désinsertion professionnelle, malheureusement, on est un peu un millefeuille aux yeux de nos interlocuteurs, les entreprises. Comment on peut simplifier les choses pour arriver à mieux coordonner nos actions et à mieux accompagner ensemble les entreprises, parce que malheureusement, il n'y a pas vraiment de doute sur le besoin. Donc voilà, c'était pour brosser un très très simple de notre grande actualité. Et puis moi, je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à M. Jiquel. Alors,
Je pense que moi vous m'entendez pas. Mais... Après, c'est peut-être parce qu'on parlait peut-être pas assez fort, peut-être aussi. Bah, l'impression d'être... Plus de son. Ah oui. On va continuer, de toute façon, on enregistre. Ouais. Donc moi, je vais vous parler effectivement du conseil en évolution professionnelle. Je reviens effectivement au Cap Emploi 35. Après, là, je vais faire écho aux autres opérateurs sur cette mission du conseil en évolution professionnelle. L'idée, ce qu'il faut retenir, c'est que là, on parle d'usure professionnelle de prévention. On sait très bien, voilà, comme disait le docteur Nguyenting, qu'il y a des vrais enjeux sur ce sujet-là. L'idée de ce webinaire, de toute manière, le fil rouge, c'est de retenir que vous avez des interlocuteurs qui sont là justement pour vous aider et vous accompagner. Donc, bien entendu, vous avez les médecins du travail. Si vous avez des situations au niveau de votre santé où ça vous questionne par rapport justement à votre avenir professionnel, votre premier interlocuteur doit rester votre médecin du travail aussi pour lui en faire part. Et l'idée, c'est qu'à partir du médecin du travail, le médecin du travail peut renvoyer la balle à différents partenaires. Donc, en l'occurrence, sur le conseil en évolution professionnelle, donc je vous ai mis, vous avez à l'écran ici les différents partenaires qui peuvent justement vous accompagner sur ces questions. Donc, bien évidemment, pour les demandeurs d'emploi, ça restera France Travail. Pour les actifs occupés, les indépendants du secteur privé, vous avez le réseau Avenir Actif. Pour les personnes en situation de handicap, avec un besoin d'expertise vraiment sur la situation de santé et la situation de handicap, ce sera Cap Emploi. Pour les cadres, vous avez la PEC. Et pour les jeunes, vous avez sur le bassin rennais ou Caire, et sinon le reste du réseau des missions locales sur les autres territoires. Bien entendu, le médecin va être un orienteur vers ces différents interlocuteurs, mais de vous-même. Vous pouvez aussi être à l'initiative de cette prise de contact. Si vous vous questionnez justement sur votre avenir professionnel, que par rapport à nouveau le maintien de votre emploi actuel, vous vous questionnez, vous avez de plus en plus de difficultés, l'avenir, on va le dire, peut être un peu incertain, c'est à nouveau d'initier cette démarche. Vous pouvez totalement être à l'initiative de celle-ci pour justement rencontrer aussi des interlocuteurs et avoir déjà un premier niveau d'information pour pouvoir aussi peut-être définir ensemble un point de départ. Quelle est la ligne de départ par rapport à ce projet? Je te laisse passer à la slide d'après, Karine, s'il te plaît. Parce que, bien entendu, la reconversion, ça se travaille. Évidemment, quand on est sur des enjeux de reconversion, on sait très bien comment ça fonctionne. C'est-à-dire que quand ça fait des années qu'on est inséré sur une fonction donnée, qu'on a trouvé notre rythme, on a nos habitudes, on aime bien avoir ce rythme parce que quelque part, ça nous donne une zone de confort. On est en sécurité, on sait où on va, on a ce rythme de travail, ce rythme familial. Voilà, ça participe aussi à ce sentiment de sécurité. Là, vous avez effectivement une situation de reconversion qui s'impose potentiellement à vous, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va, on ne sait pas comment, on ne sait pas par quels moyens, on ne sait rien, finalement. Mis à part peut-être une envie, une idée quelconque, ou parfois pas du tout. Mais c'est pour ça que je vous ai mis sur l'écran. Il y a 4 grandes étapes clés, de toute manière, aujourd'hui, si on veut initier une reconversion et, je dirais, avoir les bons marqueurs et surtout le faire correctement. Parce qu'on peut rencontrer des personnes, effectivement, qui parfois vont trop vite, partent peut-être des fois sur une simple lubie, sans avoir anticipé vraiment où est-ce qu'ils vont. Parce que, bien entendu, on peut avoir des projets, des idées de projets, mais ça ne reste qu'une idée. Ça se travaille, ça se teste, ça s'observe. Donc, les 4 grandes étapes clés, vous avez effectivement le point de départ, ça reste l'élaboration de projet. L'élaboration de projet, c'est... on creuse la question, en fait. C'est à nouveau, c'est quoi le point de départ? Vous voulez aller vers quoi? Vers quel secteur d'activité? Vers quel métier? Pour quelles raisons? Pour faire quoi? Qu'est-ce que, au-delà du nom du métier, parce que, j'ai envie de dire, on peut trouver des informations aujourd'hui, Internet est notre meilleur ami, des informations sur des métiers, vous pouvez en trouver très facilement sur Internet. Néanmoins, il y a toujours aussi ce parallèle entre qu'est-ce qui est écrit sur Internet et puis finalement, qu'est-ce que je vais vraiment faire, moi, demain, si je fais ce métier?
je vais être dans quelle situation? On va me demander de faire quoi? Et est-ce que finalement, l'idée que j'ai de ce métier, est-ce que ça colle vraiment aussi à la réalité? Peut-être que j'ai une vision très tronquée de ce métier, parce que je vais voir un petit peu aussi spontanément que ce qui m'arrange. Là où finalement, dans la réalité, il y a peut-être plus d'activités, de tâches où en fait, je ne m'y attendais pas du tout. Et puis, ça ne me plaît pas. Donc, l'idée, c'est de commencer cet élaboration de projet par justement, vous trouver les bonnes infos. Commencez effectivement par Internet, les fiches métiers. Il y a plein de bases de données aujourd'hui qui existent pour justement nourrir votre réflexion. Parce que le nerf de la guerre, quand on est sur de la reconversion, c'est vraiment nourrir sa réflexion. C'est anticiper le maximum de questions pour éviter d'aller finalement dans une orientation où, une fois qu'on est en bout de course, en fait, ça ne nous plaît pas. Ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on attendait. Donc, l'élaboration de projet, c'est déjà ouvrir le champ des possibles. Donc, par le biais d'entretien, vous pouvez passer des tests. Aujourd'hui, il y a des choses qui existent pour justement nourrir votre réflexion et surtout la structurer. À partir du moment où vous avez fait cette élaboration de projet, vous allez avoir des petites pistes. Il va y avoir des choses qui vont se dire. Il faut le valider, il faut le tester, il faut le voir, il faut observer. Donc, ça, de toute manière, la validation de projet, l'immersion professionnelle, à mon sens, aujourd'hui, elle va être déterminante dans des reconversions. Et elle devrait quasiment, elle ne l'est pas, mais elle devrait quasiment être obligatoire. Parce qu'au moins, ça permet d'avoir cette expérience in situ. C'est-à-dire que vous trouvez une entreprise, parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises qui sont assez ouvertes justement pour accueillir des personnes en immersion pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines parfois. Et ça va être justement de voir in situ. C'est OK. Là, moi, j'ai vu toutes les infos sur Internet. Je me fais mon idée, mais maintenant, c'est quoi la réalité? Si je vais dans une entreprise qui occupe, qui délivre ce métier qui m'intéresse, en fait, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est l'idée que j'en ai? Est-ce que je ne me trompe pas, finalement? Après, si je rajoute ma petite partie, on va dire aussi expertise handicap, bien entendu, c'est encore plus déterminant quand vous avez une problématique de santé. Parce que l'idée, c'est aussi de raisonner en termes d'aménagement de poste après. C'est de se dire, finalement, si je fais une immersion, je fais de l'observation, je vais peut-être participer un peu à 2-3 choses, on va me laisser faire 2-3 choses. Mais au moins, ça vous donne aussi le savoir de l'expérience, où finalement, d'emblée, vous pouvez aussi vous rendre compte spontanément de dire, ça, je vais avoir du mal. Ça, je vais avoir du mal à le faire. Il va me falloir peut-être quelque chose, aménager autrement. Donc, à nouveau, ça participe à nourrir cette réflexion pour qu'il y ait le plus de concret possible. On sort de l'abstrait avec le côté très Internet pour revenir dans le concret et dans le réel sur une situation de travail. En partant du principe que cette immersion est positive, qu'effectivement, le poste correspondait à vos attentes, le métier répond à vos besoins, on va dire, ça donne ce que vous cherchez, et maintenant, il y a potentiellement la question de la formation. Parce que si vous allez sur un secteur d'activité qui est totalement différent, ce qui est totalement possible, potentiellement, il va vous falloir quand même des savoirs de base. Il va vous falloir des compétences initiales pour être un minimum crédible vis-à-vis d'un employeur. En cas, je dirais, d'employabilité. Il faut que quand vous allez retourner sur ce marché du travail, vous ayez quand même des chances. Un employeur aujourd'hui, si vous repartez vraiment de rien dans les mains, ça va être très difficile pour un employeur de se projeter avec vous. Donc, l'idée dans l'ingénierie de formation, c'est justement de raisonner en termes de formation. Quel organisme va potentiellement me délivrer la formation dont j'ai besoin? Sous quelle modalité? Sous quel délai? Sous quelle forme aussi quelque part? Est-ce que c'est quel type de diplôme? Est-ce que c'est un titre pro? Est-ce qu'on part sur de l'alternance? Il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est justement aussi de structurer jusque-là, à dire, maintenant j'ai mon projet. Pour le concrétiser, je vais avoir besoin d'une adaptée qui va répondre à mes besoins, là encore, en termes de formation aussi. Où est-ce que je vais? Et la dernière question, ça peut toujours de toute manière sur une question financière. C'est que la formation, ce n'est pas gratuit. Donc, il faut aussi raisonner en termes de comment je vais aller jusqu'au bout. Si j'ai trouvé l'organisme de formation qui me plaît, la formation qui me plaît, comment je fais pour la financer? Est-ce que je le finance par moi-même, par le compte CPF? Est-ce que je peux bénéficier d'autres financements qui existent sur ce projet de reconversion, ce dont vous parlera Sandra tout à l'heure, in fine, parce qu'il y a des dispositifs qui existent justement aujourd'hui des salariés, exclusivement des salariés. Donc,
ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, choses qui se mettent sur le terrain pour justement accompagner les personnes dans ces situations de reconversion, à la fois sur le versant opérationnel avec des conseillers, des accompagnants, comme moi, ou réaliser les projets. Donc, voilà moi ce que je voulais vous raconter. Et j'ai fini ma partie, et auquel cas, Bonjour à tous, je suis donc Lucie Rivaud et je suis assistante sociale. Je représente aujourd'hui le service social de l'assurance maladie et je vais vous exposer un peu en quoi l'accompagnement social qu'on propose pourrait être bénéfique donc, pour les personnes au moment où le problème de santé est avéré, parce que nous accompagnons les salariés du régime général et les travailleurs indépendants pendant la durée de leur arrêt de travail. L'idée de notre accompagnement, alors la prévention de la désinsertion professionnelle dont on parle depuis tout à l'heure, c'est notre mission prioritaire et principale. Nous accompagnons donc ces salariés du régime général et ces travailleurs indépendants dès le début de l'arrêt parfois. En fait, l'idée, c'est de pouvoir rencontrer les personnes en arrêt le plus tôt possible pour travailler avec elles la remise en place des conditions les plus favorables possibles pour imaginer cette reprise de travail. Nous sommes tous assistants sociaux. L'idée, c'est que ça nous permet d'avoir un accompagnement aussi global et une vision globale de votre situation pendant l'arrêt. Parce qu'on sait aussi qu'un arrêt de travail, bon, ça peut nécessiter de travailler un peu cette idée de nouvelles projections professionnelles quand l'état de santé vient faire frein avec le métier qu'on a toujours fait jusqu'à présent. Mais l'arrêt de travail peut aussi aller avec des difficultés parfois financières, des difficultés de réorganisation familiale, etc. etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler tout ça et de lever un maximum de freins qui permettront ensuite de se mobiliser sur son parcours et son projet professionnel. Parfois, on a dans l'idée que quand on est en arrêt de travail, on ne peut absolument rien faire, il faut rester chez soi, etc., etc. Alors évidemment, la priorité de l'arrêt de travail, c'est toujours le soin. Une personne, parfois, en fonction de la raison pour laquelle on est en arrêt, ce n'est pas le bon moment pour se projeter parce qu'il faut d'abord se concentrer sur la phase de soins, de repos et de récupération. Mais il est tout à fait possible d'engager ce qu'on appelle des actions de remobilisation professionnelle pendant son arrêt pour anticiper les choses. Et cette remobilisation professionnelle, elle peut se projeter donc à nos côtés, aux côtés du service social, en mobilisant évidemment tous les acteurs impliqués dans ces questions-là. Le médecin traitant, le médecin du travail, évidemment, et le service médical et les services administratifs de l'assurance maladie. Par exemple, une personne qui a toujours fait le même métier se retrouve en arrêt, ce que disait très bien Antoine tout à l'heure, peut se retrouver un peu démunie face à cette projection, ne plus savoir vers qui s'orienter. Donc, on va être là à vos côtés pour discuter de ces questions-là, mobiliser les professionnels au bon moment aussi à vos côtés pour anticiper ces questions et mobiliser aussi un bon nombre de dispositifs qui sont à notre disposition en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Les dispositifs, il y en a plusieurs. Évidemment, Antoine parlait du conseil en évolution professionnelle, c'est une possibilité et il faut étudier, en étudier si c'est le bon moment ou pas de l'envisager. Mais il existe d'autres dispositifs qui sont à notre disposition. Je pense à des stages, notamment un module qui s'appelle l'ARPIGE, qui est un module d'aide à la projection et à la réorientation professionnelle en collectif, qui est cofinancé entre la CPM et la GFIP, justement, et qui permet pour ces personnes-là en arrêt de travail d'être accompagnées pendant 9 semaines en collectif pour réfléchir à cette réorientation professionnelle. Tout ça se fait évidemment pendant l'arrêt. Je pense que c'est assez rare parfois dans une carrière professionnelle d'avoir autant de temps pour se poser sur son projet, pour faire le point sur ses compétences, quelles compétences sont transférables vers un autre métier éventuellement. Et l'idée de ce module-là, pour ne parler que de lui là pour le moment, de l'ARPIGE, donc cette action de remobilisation professionnelle sous indemnité journalière, sa force aussi, c'est qu'elle permet des immersions professionnelles, comme on parlait tout à l'heure, des immersions professionnelles pour aller vérifier si le projet qu'on a est compatible ou pas avec déjà l'idée qu'on s'en fait et son état de santé.
Donc ça, c'est un module assez complet, mais on encourage aussi les personnes, parfois, lorsqu'elles ont, à travers par exemple un conseil en évolution professionnelle, une idée se dégage, eh bien d'aller de mobiliser ce qu'on appelle un essai encadré. C'est la possibilité d'aller effectuer un stage pendant une période donnée dans une entreprise, encore une fois, pour aller vérifier si le métier qu'on imagine est ou pas adapté. Toutes ces actions que l'on peut engager pendant l'arrêt, évidemment, elles sont soumises à certaines conditions. Elles doivent faire l'objet d'un accord d'abord du médecin traitant qui doit justifier que votre état de santé permet de vous mobiliser sur cette action-là. L'accord du médecin du travail également et l'accord du service médical de l'assurance maladie qui doit bien vérifier que cette action que vous souhaitez mobiliser se fera pendant un arrêt de travail médicalement justifié. À partir du moment où vous obtenez ces accords-là, vous pouvez donc aller commencer à engager cette dynamique-là. L'idée, c'est que parfois, vous ne pourrez plus faire le même métier qu'avant, mais que vous ayez pu mobiliser cette période d'arrêt pour vous permettre à la fin de l'arrêt d'être le plus prêt possible pour la suite. Et que du coup, ce côté effectivement effrayant à un moment donné de se dire mais je ne pourrais plus faire mon boulot, je ne sais rien faire d'autre, mais voilà, de pouvoir aussi lever certains freins, vous permettre une projection aussi plus sereine pour l'avenir. Voilà les grandes lignes. Alors, comment on est présent sur toute la région Bretagne? Comment est-ce qu'on peut nous interpeller? Soit alors, les médecins du travail, les médecins traitants de plus en plus, parce que nous aussi, on souhaite aller de plus en plus vers les médecins traitants pour qu'ils puissent nous connaître mieux. L'idée, c'est que vous puissiez nous être orientés, encore une fois, le plus tôt possible. Le service médical de l'assurance maladie, évidemment, travaille avec nous et parfois à travers des communications que vous pouvez avoir avec eux, des convocations, etc. À partir du moment où ils suspectent que là, il risque d'y avoir un problème, encore une fois, une incompatibilité entre le travail et la santé, on peut vous orienter vers nous. Mais vous, directement, si vous vous sentez concerné par ces questions-là, vous pouvez tout à fait nous appeler en contactant le 36 46 et en disant service social, ce qui vous permettra d'être orienté directement vers notre secrétariat et on pourra vous proposer un rendez-vous au plus proche de votre domicile parce qu'on essaie vraiment de pouvoir être présent sur tout le territoire, notamment là pour les dividendes. Voilà, on peut vous recevoir dans les services de la mairie, évidemment dans les locaux de la CPN, etc., pour être vraiment le plus en proximité possible. Voilà, je vais laisser la parole à Sandra. Merci. Merci Lucie. Donc Sandra Bertrand, donc Transition Pro Bretagne. Transition Pro Bretagne, on est un organisme qui nous occupons de tout ce qui va être pour aider les salariés à changer de métier, à se reconvertir, à se former. Donc j'interviens plutôt en fin parce que comme vous le voyez sur le voyage de la reconversion là qu'on a schématisé sur la diapositive, tout ce qu'on a dit auparavant sur préparer son métier, enfin son changement de métier, et puis regarder en fait les différents éléments, on l'a déjà balayé ensemble. Et on arrive, nous, plutôt à la dernière étape, à un moment où il va falloir parler de financement. De financement pour pouvoir justement réaliser après son changement de métier. Alors, dans les financements possibles pour les salariés du secteur privé, vous avez le compte personnel de formation, ça je pense que c'est connu. Vous avez aussi le projet de transition professionnelle que nous, Transition Pro, on va gérer, qui est l'ancien congé individuel de formation, si je résume ainsi. C'est la possibilité de s'absenter de son temps de travail pour pouvoir aller se former. Et on peut aussi préparer, bien sûr, son projet et préparer toutes les démarches pour faire cette formation-là pendant qu'on est en arrêt de travail, bien sûr. Et après, il y a possibilité de faire le congé de formation ensuite. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir trouver un mode de financement pour son projet pour une transition, pour atteindre le métier d'arrivée. Donc, si tu veux avancer, s'il te plaît. Alors, petite subtilité, nouveauté en l'année 2024. En fait, ça provient aussi de 2023. On l'a évoqué tout à l'heure, le compte professionnel de prévention.
Donc, les personnes qui sont titulaires d'un compte professionnel de prévention, donc qui ont été en fait exposés aux risques que citait le docteur Nguyen-Kim tout à l'heure, certains facteurs de risque, travail de nuit, enfin voilà, milieu hyperbare, voilà, qui vont générer des points en fait sur le compte professionnel de prévention. Les personnes vont pouvoir utiliser ce compte-là pour financer ce qu'on appelle plus largement une action de formation. Donc, soit un bilan de compétences, soit un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience ou une formation pour se reconvertir. Donc, ça, c'est une nouveauté depuis 2023, hein, quand il s'agit d'allonger le temps de travail pour accéder à la retraite. Et donc, là, il y aura un accompagnement, bien sûr, obligatoire par le Conseil en évolution professionnelle pour transformer ces points-là en euros, en une somme hein, qui va pouvoir venir financer ce qu'on a dit, bilan de compétences, VE ou formation. Donc là, c'est de vous dire que dans vos situations, si vous avez ce compte professionnel de prévention-là, il est tout à fait envisageable de l'utiliser à ces fins-là pour changer de métier. Je sais que par rapport au compte professionnel de prévention, je crois que l'année dernière, les chiffres qu'on avait eus en début 2024, c'est qu'en 2023, en Bretagne, il n'y a que 17% des salariés qui ont un compte qui s'en sont servis. Donc voilà, l'information est très importante pour vous. À partir du moment où vous avez ce compte-là, il peut être utilisé. Il ne faut pas hésiter à justement en échanger avec les structures qui vous accompagnent pour réfléchir à la façon dont vous pourriez l'utiliser pour vous reconvertir. À côté de cela, il y a des salariés qui n'ont pas de compte professionnel de prévention, mais qui sont soumis quand même à des risques d'usure professionnelle. Donc, clairement, port manuel de charge, vibration mécanique et les postures contraintes. Donc ça c'est vrai que ça représente beaucoup de métiers. Beaucoup de métiers dans différents secteurs d'activité, que ce soit, ça peut être le commerce, l'industrie, le bâtiment, le transport, enfin voilà, je peux en citer plein. Donc, à partir du moment où vous êtes dans une situation où vous allez vouloir changer de métier parce que justement pour préserver votre capital santé, nous, on va pouvoir, quand vous nous ferez une demande de financement sur une formation, on va pouvoir utiliser ce qui s'appelle le fonds d'investissement de la prévention de l'usure professionnelle, le fameux FIPU, et sur lequel, vous pourrez nous demander un financement pour une formation pour changer de métier, bien sûr pour aller à un emploi non exposé aux facteurs de risque professionnel que vous aviez auparavant. Là, il faudra juste un cofinancement de l'employeur, sur une petite partie des coûts pédagogiques. Donc, ça fonctionne. En 2024, on a dû avoir, je crois, de mémoire, 61 ou 51 dossiers FIPU. On a réussi à réaliser ça sur 2024. Donc, l'idée, c'est que, quelle que soit votre situation en tant que salarié du secteur privé, si vous êtes dans une des deux situations, alors après, vous pouvez aussi avoir les deux en même temps, parce qu'il y a des gens qui travaillent de nuit, mais qui ont aussi du port de charge. Donc, ça peut aussi se cumuler. C'est de trouver le bon interlocuteur. En l'occurrence, là, ça va être les personnes, les structures qui vous accompagnent, le conseil en évolution professionnelle. Et nous, c'est vrai qu'on fait aussi beaucoup d'informations auprès des assistantes sociales aussi de la CARSAT et des services de santé aussi au travail pour que cette information-là soit connue et qu'elle vous soit aussi distillée au moment où vous rencontrez ces interlocuteurs-là. Donc, l'idée, c'est qu'il y a des possibilités de pouvoir financièrement accompagner les projets de changement de métier. Tout bon? Je pense que vous avez les... Moi, ils m'entendent. Ah oui. Bien, donc, vous avez les... Alors, je vois qu'il y a des questions qui s'affichent. Faut-il obligatoirement passer par le processus d'émission reconversion pour avoir un financement avec Transition Pro? Si nous sommes demandeurs d'emploi, une aide financière est-elle possible? Alors, pour avoir un financement avec Transition Pro Bretagne, il faut obligatoirement être dans le cadre de salariés en cours de contrat de travail CDI ou avec des droits à CDD, intérimaires ou intermittents. D'accord? Le processus d'émission reconversion, par contre, là, c'est autre chose. C'est un autre dispositif dont je n'ai pas parlé là.
et qui permet, une fois qu'on l'a mis en place, c'est que nous, Transition Pro, on atteste du caractère réel et sérieux du projet, de démissionner, de s'inscrire à France Travail et d'avoir accès aux allocations chômage pour réaliser son projet. Donc, du coup, là, il y a un petit mélange de tout. Donc là, ouais, et là, l'idée, c'est bien d'être Transition Pro Bretagne. Voilà, les dispositifs, ils vont vous être accessibles dès lors que vous êtes salarié en CDI, en CDD, intérimaire ou intermittent. Donc, là-dessus, voilà. Et après, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour voir dans quelle situation vous êtes, Joséphine. Hein. Alors, il y avait une question. Voilà. Je pense qu'en fait, Antoine, est-ce que tu peux lire la question? Parce que je pense qu'on n'entend pas. La voix ne passe pas. Parlez plus fort. Alors, je vais te conviction. Alors, je vais essayer de parler plus fort. Il y avait une question de Madame Mutsinga, voilà, qui remarquait que dans mon intervention, j'avais traité les risques psychosociaux, les RPS, à part. Pourquoi cette distinction? Alors déjà, ce n'est pas une distinction personnelle. Moi, en tant que médecin du travail, les risques professionnels, je les considère tous comme des risques, et les risques psychosociaux en font clairement partie, avec même, voilà, depuis des années, mieux on les comprend, plus on les observe et on voit leur montée en puissance. Par contre, ce que je voulais vous porter à votre attention, c'est que la loi ne les traite pas forcément dans le cadre des facteurs de risque professionnel qui ouvrent les droits à la prévention de l'usure professionnelle. Pourquoi? Je ne suis pas dans la tête du législateur. Maintenant, si je me fais entre guillemets l'avocat du diable, l'une des problématiques de la définition de l'usure professionnelle, c'est qu'on a retenu, au niveau du Code du travail, l'idée de dommages qui soient mesurables, quantifiables et qui soient permanents. Et c'est peut-être par rapport à ça que, dans la manière dont le Code du travail aborde les risques psychosociaux, voilà, ça rentrait plus difficilement dans les définitions. Maintenant, clairement, on pourrait imaginer d'autres manières d'approcher ce type de risque pour qu'on puisse en prévaloir dans le cadre des dispositifs qu'on a évoqués, notamment le C2P. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans notre système. Et à titre très personnel, je le regrette. On a beaucoup abordé la dimension psychologique dans le maintien en emploi, la prévention de la désinsertion professionnelle. Le fait d'avoir été exposé à des contraintes de type RPS au travail va forcément, malheureusement, pouvoir porter atteinte à la capacité à se projeter sur autre chose, à se mobiliser dans un nouveau projet. Voilà. Les risques psychosociaux, c'est une catégorie de risques. Alors, toutes les organisations génèrent des contraintes. Maintenant, voilà, selon ce qui est en place en termes de prévention dans une structure, ces contraintes elles vont pouvoir être surmontées ou pas. Et si elles ne peuvent être surmontées que par l'engagement personnel des salariés et des travailleurs, c'est arrivé à un épuisement. Alors, je vois que le son ne passe toujours pas. Est-ce qu'on a l'impression de votre position, docteur? Je ne sais pas. Ouais. Alors, je ne vais pas refaire, j'espère que certains ont entendu, mais juste en deux mots, voilà, moi je ne fais pas de différence. Les RPS sont des risques professionnels comme les autres, mais la législation n'en tient pas compte de la même manière que les autres facteurs évoqués pour le CDD. Voilà, voilà, c'est mieux. Alors, Okay. donc, comme il n'y a pas de questions, petite précision. Donc, on a tous les quatre évoqué beaucoup de dispositifs, des outils, il y en a encore d'autres. Et pour souligner ce que disait Antoine Jiquel, le plus important, c'est que vous trouviez une porte d'entrée. Il y en a plusieurs. Forcément, on peut tous prêcher pour nos paroisses, mais quelqu'un qui en arrêt maladie, la CARSAT est une excellente porte d'entrée. Et on se connaît tous, les réseaux, ils existent. La loi nous demande de mieux formaliser nos échanges, mais ces échanges, ils existaient déjà. On n'a pas attendu les dernières évolutions pour travailler ensemble. Pour un salarié en arrêt, donc je disais, la CARSAT est une excellente porte d'entrée. Pour tout salarié, il y a un médecin du travail quelque part, et donc il y a forcément une cellule PDP quelque part dont il peut relever. Pour les travailleurs qui sont en situation de handicap, le Cap Emploi, c'est normalement une structure qui est repérée, qui est connue, c'est une bonne porte d'entrée. Donc le plus important, c'est ce premier pas. Et nous, derrière, on a tous une manière d'aborder les choses où on essaie d'être dans une évaluation globale. On sait que les freins, ils peuvent être
d'ordre sociaux, financiers, que les freins ils peuvent être d'ordre médicaux, que les freins ils peuvent être d'ordre professionnel. Et on a cette culture de ne pas travailler tout seul dans notre coin. On travaille en réseau, on mobilise les expertises de chacun. Le plus important, c'est ce premier pas, toquer à la bonne porte. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous préviens, moi je peux enchaîner. Je pense que le début du webinaire n'avait pas été. Oui. Donc, on va remettre, on peut peut-être remettre la diapo du coup, si on a droit à un rappel en fin de concert. On s'adapte, on est flexible. Ouais. Donc, bon. Pour ceux qui nous rejoignent, pour ceux qui l'ont déjà eu, désolé, des petits problèmes Surtout techniques. les six facteurs. Voilà. Donc, on a évoqué le C2P, le compte professionnel de prévention. Donc, le principe du C2P, c'est qu'aujourd'hui, un employeur a l'obligation de déclarer pour tout salarié exposé à au moins un de ces facteurs et qui a un contrat de au moins un mois. Donc, l'exposition, donc c'est un compteur, c'est annuel comme réflexion et notre droit français a retenu 6 facteurs de risque. Il y en a 3 qui sont liés à l'environnement physique agressif. C'est le travail en milieu hyperbare, les plongeurs par exemple, l'exposition à des températures extrêmes. De mémoire, c'est plus de 30 degrés, plus de 900 heures par an, et le bruit. Et puis aussi certains rythmes de travail. Travail de nuit, les horaires alternants type 3-8 et les mouvements répétitifs. Donc ces facteurs-là, même si on sait bien que ce ne sont pas les seuls qui peuvent être à l'origine d'une usure professionnelle. Par exemple, on n'a pas retenu les agents chimiques dangereux. Bon, ils sont mesurables et l'employeur doit les déclarer, ce qui va permettre aux salariés de bénéficier donc de points qui sont convertibles. Alors, on rentre dans une difficulté assez classique quand on est sur ces sujets-là. Le législateur essaye de jouer entre d'un côté la réparation et de l'autre côté la prévention. L'idée du C2P, c'était de favoriser la prévention. Les points peuvent être utilisés pour faire de la formation, pour évoluer vers un métier où on serait moins exposé à ces facteurs de risque. Ils peuvent être utilisés aussi pour réduire le temps de travail, avec l'arrière-pensée qu'en réduisant le temps de travail, on va réduire l'exposition. Et ils peuvent être aussi utilisés pour des dispositifs de retraite anticipée. On va être un peu technique. Je vous soulignais que le C2P ne reprenait que 6 des 10 facteurs de risque professionnel susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Donc ça nous laissait de côté 4 autres facteurs, les manutentions, les postures pénibles, les vibrations et les agents chimiques dangereux. Et donc, manutention de posture, ces autres facteurs peuvent néanmoins être pris en compte par d'autres dispositifs. Il y a d'autres types de retraite anticipée, notamment la retraite anticipée pour incapacité partielle permanente. Si on peut se prévaloir d'une exposition à ces facteurs, alors c'est très technique, je ne vais pas revenir sur le détail, parce que le vrai message derrière, c'est que dans ces situations-là, c'est important d'être accompagné par les professionnels. Mais pour ceux qui connaissent un peu, voilà, on parle de taux d'IP sur maladie professionnelle ou accident de travail qui ne passe pas la barre des 20%, et 17 ans d'exposition reconnus dans une commission dédiée pour pouvoir faire valider une retraite anticipée. Donc vraiment, le grand message important, c'est qu'on attend d'avoir plein d'outils, mais trop souvent, on ne saura pas les activer parce qu'on ne nous les a pas présentés. D'où l'importance de mettre le pied dans le circuit, quel que soit l'interlocuteur, quelle que soit la porte d'entrée. Nous, derrière, on se connaît et on sait se solliciter les uns les autres. La question de Joséphine sur... Finalement, comme la majorité des postes est soumise aux risques psychosociaux, tous les employeurs n'ont-ils pas l'obligation d'ouvrir un C2P à leurs salariés? Oui, ça serait l'idéal, mais sauf que le C2P, on l'a dit, ne prend pas en compte les risques psychosociaux, parce que ce n'est pas un facteur. Ça pose le problème de la mesure. Comment on mesure l'organisation va forcément créer des contraintes. Les contraintes dans une entreprise, elles sont aussi externes. Là, actuellement, on est dans une période compliquée pour nos entreprises. Enfin, c'est pas qu'on s'attend, on vit une période compliquée pour nos entreprises. Nous, dans le bâtiment, on le ressent bien.
quelle responsabilité imputée à l'employeur? Alors, là, quand je dis ça, je fais un peu de provoque parce que de toute façon, une contrainte extérieure, voilà, l'employeur, il va devoir en faire quelque chose. Comment il s'adapte? Qu'est-ce qu'il met en place? Qui peut créer d'autres contraintes derrière? Comme c'est difficilement quantifiable, je pense que c'est ce qui nous fait un peu tourner en rond. Le jour où quelqu'un invente un stressomètre que je pourrais trimballer dans les bureaux pour détecter les points chauds et sortir une mesure, attention, monsieur l'employeur, sur tel bureau, on est à 10 sur 10 en stress, peut-être qu'on pourra avancer. Mais les risques psychosociaux, malheureusement aujourd'hui, ont une définition qui facilite la mesure et qui permettent derrière de convertir sur des systèmes de déclaration, d'exposition. Et c'est bien dommage, on est tous d'accord là-dessus. C'est une question de législation. Oui. Et quand bien même on y arriverait, il faudra encore que le législateur se lance. Et puis, il y a une dernière question. Quelle prise en charge pour les personnes hors circuit, en dehors de la loi? C'est-à-dire C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de gens qui ne sont pas déclarés? parce que ça peut partir dans plusieurs sens. Alors, dans les éléments qu'on a peu abordés là, il y a tout ce qui est travailleurs non salariés, les indépendants. Nous, on s'en tenait très loin, nous, les salles de santé au travail, mais les choses changent. Aujourd'hui, on a mis en place ce qu'on a appelé dans la loi l'offre spécifique pour qu'un travailleur non salarié, un indépendant, puisse. Alors, on ne va pas parler d'adhésion, on va parler d'affiliation, puisse s'affilier à un service de prévention et de santé au travail. Et les services doivent pouvoir proposer une offre qui correspond à peu près à ce que j'ai appelé tout à l'heure l'offre socle. Donc, le suivi individuel de l'état de santé, la prévention des risques professionnels et la prévention de la désinsertion professionnelle. Sur ce sujet-là, clairement, on sait que c'est avec la CARSAT qu'on va travailler vraiment main dans la main, parce que la CARSAT a déjà de l'expérience en matière de suivi des indépendants. Effectivement, on accompagne, nous, les travailleurs indépendants depuis plusieurs années, et on peut leur permettre aussi d'accéder là aussi à des dispositifs spécifiques. Je pense à des aides financières parfois pour accéder à du répit, pour l'embauche d'un remplaçant pendant son arrêt de travail, etc. Donc, c'est des dispositifs et des financements qui sont mobilisables. Voilà, avec nos conseils, c'est là aussi important de pouvoir s'adresser à nous à ce moment-là pour qu'on puisse mobiliser notamment ces ressources-là. Il y a une autre population un peu à part qui me vient en tête, ce sont les employeurs. Pareil, dans le cadre des dernières réformes, on a formalisé quelque chose qu'on faisait déjà en tant que médecin du travail. Malheureusement, ça m'arrive d'être en contact avec un employeur à des moments où je peux voir qu'il est atteint dans sa santé. Et on ne pouvait pas être aveugle à ça, on reste des médecins, et donc on accompagnait comme on pouvait. Et la loi a un peu formalisé les choses. Aujourd'hui, un employeur peut bénéficier du même suivi que ses salariés auprès de son service de prévention et de santé au travail. Et c'est vraiment très important, parce que qui va mal, c'est une entreprise qui va aller mal. Une entreprise qui va aller mal, ce sont des salariés qui vont aller mal. Et aujourd'hui, on a plein de signaux d'alerte sur l'état de santé des employeurs. Et nous, on est content qu'on ait officialisé le cadre, parce qu'on le faisait comme on pouvait. Et là, maintenant, on est dans un cadre un peu mieux, plus clair. On savait ce qu'il y avait à faire, mais les choses, on peut plus facilement communiquer là-dessus. Avant, on ne pouvait pas communiquer dessus, parce que ça n'existait pas officiellement. Dernière population, peut-être qui est un peu à part, sont les intérimaires. Moi, comme médecin du travail, pour moi, ce sont des salariés, mais avec des cas particuliers. C'est surtout le problème de l'intérimaire qui n'est plus en mission. Où là, pour nous, les services de santé au travail, il n'existe plus. Il n'a pas de mission, il n'a pas d'employeur, et donc il n'a pas de service de santé de prévention. Mais par rapport à ça, on travaille avec les organismes spécialisés, comme le FAST-T, le Fonds d'action sociale pour les travailleurs temporaires. Et pareil, il y avait des choses qu'on faisait déjà. C'est-à-dire qu'en vrai, quand on était en contact avec un intérimaire qu'on connaissait déjà, qui était en difficulté, qui était sans mission, évidemment que. Mais on manquait de cadre officiel pour ça. Et il se développe actuellement des conventions pour la prise en charge de visites, de retour en emploi pour un intérimaire qui ne serait plus en mission et qui aurait un problème de santé qui, malheureusement, le met à risque de désinsertion professionnelle. Dernière question. Oui. La dernière question. Il reste encore une 9. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Après, bon, il faut bien aussi rappeler
assez court, hein, 1 heure c'est très court, donc on essaye vraiment d'aller à l'essentiel, hein, on simplifie aussi au maximum les éléments pour que vous gardiez vraiment les éléments clés. Maintenant, voilà, ce qu'il faut retenir, et ce que a déjà répété le docteur Nguyen Kim, c'est initier la démarche. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez des gens qui sont là potentiellement, justement, qui sont là pour vous aider, en fait, qui sont là pour vous orienter. Bien entendu, comme a dit aussi le docteur Nguyen Kim, on travaille ensemble. Je veux dire, c'est de la bonne intelligence. Après, c'est sûr, c'est pas parfait. On a chacun nos propres cadres, on a chacun nos propres conditions, nos propres restrictions. Enfin voilà, on est quand même limité chacun au fur et à mesure par nos propres structures. Maintenant, reste de la bonne intelligence. Le but du jeu, c'est pas de vous laisser. On va pour vous dire allez voir quelqu'un, pour qu'ensuite on vous dise bon, rien, voilà, ça n'a pas de sens. L'idée, c'est vraiment voilà. Il y a forcément quelqu'un dans la boucle qui pourra vous accompagner et prendre le relais à un moment ou à un autre. Le tout, ce qu'il faut vérifier, c'est quoi votre besoin à l'instant T. Qu'est-ce que vous avez besoin maintenant? Et en fonction déjà aussi de la primauté du besoin, parce que vous pouvez en avoir plusieurs, hein, bien sûr, il y a plusieurs choses. Et en fonction de ça, ça va être déjà ensuite le passage de relais. Qui pourra répondre au besoin 1? Et puis ensuite, le besoin 2, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Et le besoin 3, ce sera quelqu'un d'autre. Mais l'idée, c'est qu'il y ait cette inertie aussi justement qui s'institue et qu'on puisse aussi vous accompagner. Fin de la parenthèse. Par rapport à la question, quand dans le secteur social, on n'a pas été entendu par notre direction ou le médecin du travail par rapport à l'usure et qu'on a démissionné, comment on fait pour avoir un lien avec un autre organisme pour être aidé en dehors de France Travail? Déjà, quand vous êtes demandeur d'emploi, effectivement, j'ai envie de dire, l'institution reste effectivement France Travail qui gérera la majorité des demandeurs d'emploi. Par contre, vous avez aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, ce qu'on appelle le lieu unique d'accompagnement. Donc ça, en l'occurrence, avec Cap Emploi. La question qui va se poser, et ça, malheureusement, ce sera la limite, c'est que là, ça pourrait être Cap Emploi, mais ça sous-entendrait que vous ayez aussi une situation de handicap reconnue ou en cours de l'être. Donc après, c'est une réflexion à avoir, parce que là, si vous évoquez effectivement de l'usure professionnelle, de quoi on parle aussi? Est-ce qu'on parlait d'un mal-être? Est-ce qu'on parlait de quoi on parlait, en fait? Et le tout, après, c'est de se poser la question, et ça peut être aussi par l'intermédiaire de votre médecin traitant. Si aujourd'hui, vous considérez qu'il y a une situation de santé qui se pose par rapport à votre vécu, ce qui s'est passé, par rapport à votre dernier emploi, que ça vous impacte aujourd'hui, que ça a des enjeux sur votre santé, que ça peut participer à créer aussi peut-être une situation de handicap, c'est une réflexion, je vous dirais, qu'il faut avoir avec votre médecin traitant. C'est de se dire, voilà, est-ce qu'on peut considérer effectivement qu'aujourd'hui, il y a des atteintes sur votre santé qui fait qu'il y a une situation de handicap? Auquel cas, si c'était le cas, là, vous pourriez, une fois que vous aviez réalisé cette demande de reconnaissance, demander directement en interne auprès de France Travail à rencontrer les collègues de Cap Emploi qui, de toute façon, sont dans les agences France Travail. Aujourd'hui, au niveau des activités de Cap Emploi, tout ce qui est activité de l'ordre de l'insertion, donc pour les personnes qui sont en situation de handicap en recherche d'emploi, tous les collègues de l'insertion sont dans les agences France Travail directement. Donc, il y a une proximité directe. La seule chose, c'est qu'effectivement, nous resterons sur la publique handicap. Donc, il va nous falloir une situation de handicap. Voilà quelle pourrait être ma réponse. Il ne faut pas hésiter aussi parfois à se saisir de ce qui est disponible sur le territoire en fonction de là où vous habitez. Je pense à l'exploratoire aussi, qui permet aussi d'avoir accès à des ressources très intéressantes sur la définition du projet, etc. Alors, voilà, ils ont aussi tout un programme de conférences qui permettent aussi d'aider à se projeter en fonction de la situation dans laquelle on est. Est-ce qu'on a envie de se lancer à son compte et créer son entreprise? Comment est-ce qu'on peut aussi valoriser les compétences qu'on a pu acquérir pendant sa carrière professionnelle pour penser à un autre métier? Donc, je pense aussi que ça peut être des lieux sur vos territoires qui peuvent être très pertinents de des points accueil emploi aussi. Des points accueil emploi. Moi, non, juste pour finir sur je crois, parce que là, je sous-entends aussi l'impossibilité de bénéficier de l'accompagnement France Travail, étant donné que possiblement, si je comprends ce qui peut se passer derrière cette question, il y a une démission, donc un refus d'indemnisation, mais il me semble que c'est possible quand même de bénéficier d'un accompagnement à la recherche d'emploi par France Travail, même si l'indemnisation n'est pas possible, du fait de la particularité de la démission. Voilà, peut-être se rapprocher aussi quand même des deux France Travail pour voir comment est-ce qu'ils peuvent vous être d'aide dans votre situation actuelle. Je voulais revenir sur une idée
très importante à mes yeux. Quand on parle d'usure professionnelle, quand on parle de prévention de la désinsertion professionnelle, malheureusement, souvent, toute notre attention est détournée vers la prévention secondaire. Il y a un problème, il s'est passé quelque chose ou c'est en train d'arriver, et comment on va essayer de ne pas tomber de l'étrier. Il faut vraiment qu'on arrive à mieux accompagner le monde du travail sur la prévention primaire. La prévention de l'usure professionnelle, ça devrait passer beaucoup plus aussi par l'enseignement, quand on apprend un métier, les bons réflexes, savoir dire stop, savoir dire non. Dans le monde de l'entreprise, c'est vraiment la prévention des risques professionnels en général. Une entreprise qui a une démarche active par rapport aux risques professionnels a moins d'usure, donc moins de situations de désinsertion. Et puis un énorme travail de fond à faire sur tout ce qui est gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Quand bien même l'entreprise aurait fait tout ce qui est possible pour limiter les facteurs d'usure professionnelle dans ses emplois, de toute façon, nous, les travailleurs, on vieillit et on ne travaillera pas pareil à 60 ans, 62, 64 ans qu'en début de carrière. Et ça, il faut qu'on l'anticipe. Les situations les plus dures à accompagner pour nous, on en discutait avant de démarrer le webinaire, c'est quelqu'un qui malheureusement atteint une limite dans sa santé à 55 ans, qui a toujours exercé le même métier parce qu'il aime son métier et qui du coup ne se voit plus se projeter ailleurs. S'il a mis tous ses œufs dans le même panier pendant toute sa carrière, c'est très épineux de l'accompagner vers une autre voie pour qu'il puisse à la fin sortir par la grande porte. Parce que c'est notre objectif à tous. Le travail, on a parlé d'usure, mais pouvoir travailler jusqu'au bout, c'est un enjeu de dignité pour beaucoup de salariés que je rencontre. Et quand on arrive avec l'aide de tous les partenaires à leur permettre de pouvoir sortir par la grande porte selon leurs propres termes, eh ben, ça nous fait une bonne journée. On est content. Effectivement, en fait, ce qui soulève, parce que je vois qu'il est 28, donc il nous reste 2 petites minutes, je rebondis sur ce que vient de dire le docteur Nguyen Kim. En fait, le fil rouge, finalement, de tout ce qu'on vous a présenté ici, en fait, c'est la question de la précocité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, effectivement, attendre de vous retrouver dans des situations où, finalement, ça va être plus complexe. L'idée, c'est, voilà, ce qu'il faut retenir, vraiment, les quelques mots de toutes les interventions qu'on a eues aujourd'hui avec vous, c'est que n'attendez pas. Même si, effectivement, on connaît, il y a tous les mécanismes en jeu au niveau psychologique qui vont se lancer, ça fait peur à nouveau. Donc, premier réflexe, c'est qu'on va vouloir fuir le problème, on va éviter le problème. Donc, mais éviter le problème ne le résout pas. Donc, voilà, s'il y a un truc à retenir, c'est ça. C'est si vous vous questionnez, peu importe l'angle, j'ai envie de dire, de votre question, vous avez des professionnels qui sont là, qui sont libres, justement aussi, accessibles pour échanger avec vous. C'est mettre aussi des mots aussi justes sur votre besoin, parce que ce n'est pas non plus facile et souvent de le verbaliser correctement. On peut partir, avoir une idée, verbaliser un besoin dans un sens, et puis finalement, quand on discute avec un professionnel et qu'on creuse un peu plus, qu'on questionne un petit peu plus, on voit que le besoin, il n'est pas exactement là où l'anticipez à la base. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est vous avez des professionnels, vous avez des personnes qui sont là pour vous accompagner, que ce soit à nouveau votre médecin du travail si vous êtes en activité. Vous avez le réseau Avenir Actif avec un numéro vert que vous pouvez trouver facilement sur Internet pour prendre contact, échanger. Si vous avez besoin de discuter avec un opérateur, un conseiller en évolution professionnelle, vous voulez avoir un premier niveau d'info, exposer votre situation, c'est possible, faites-le. Si vous êtes en arrêt, que vous vous questionnez aussi sur votre avenir, comme disait Lucie, vous avez le 3646, vous dites service social, vous appelez, vous pouvez le faire, vous avez la possibilité de le faire. A priori aux soins encore, si c'est trop tôt, mais vous avez des personnes qui sont là pour vous aider, donc faites-le. Après, je rebondis juste pour conclure parce qu'on arrive à la fin. Sur la dernière slide, donc effectivement, là, vous avez aussi le rappel qu'il y a d'autres événements sur cette semaine. Nous, en l'occurrence, puisqu'on reste beaucoup sur le bassin rennais, ce soir, à l'exploratoire, comme disait Lucie tout à l'heure, justement, de Rennes, il y a un forum avec plein, justement, d'interlocuteurs, plein de structures différentes sur de l'accompagnement. Moi, pour ma part, j'y serai ce soir de 17h à 20h, Sandra aussi. Voilà, donc, si vous êtes disponible, si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez échanger, avoir l'opportunité d'échanger peut-être en direct. En ce qui concerne le bassin rennais, c'est ce soir. Ensuite, vous avez les autres dates pour le reste du territoire sur la Bretagne. Voilà.
pense qu'on a tout dit. Oh, je suis désolé, c'est l'esprit d'escalier, désolé. Hein. Dernier mot sur les RPS. Effectivement, ça ne rentre pas dans le C2P. Par contre, on est dans des risques professionnels avec les mêmes obligations que d'habitude pour l'employeur. Évaluation, prévention. Ça ne change pas. Mais ça ne compte pas dans le C2P. Voilà, désolé de revenir dessus à la toute fin. Ça me travaillait la tête. C'est bon? Ben oui. Bon. Merci beaucoup. Merci.